Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Avez-vous déjà renoncé à vous faire soigner parce que vous n'avez pas réussi à trouver un rendez-vous dans des délais décents ou alors parce que financièrement, vous n'avez pas les moyens de régler la consultation d'un spécialiste ou en tout cas le reste à charge? Le renoncement aux soins, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. La santé est un droit pour tous et pourtant, plus de 60% des Français ont déjà dû renoncer à des soins médicaux. Alors comment expliquer ces renoncements? Quels sont les soins les plus souvent sacrifiés et quelles sont les aides et solutions qui existent aujourd'hui pour rendre la santé accessible au plus grand nombre? Autant de questions que je vais poser à mes deux invités aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. François Mickey-Marty, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Via Voice. Merci d'être avec nous. Franck Bodino, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes diplômé de médecine et de sciences politiques. Vous êtes également président et cofondateur d'H4D, c'est ça? Et vous avez créé en 2008 le premier cabinet médical connecté de proximité pour répondre justement à ces problématiques de déserts médicaux. Merci messieurs d'être avec moi aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, avant de faire un état des lieux de la situation à travers un sondage que vous avez réalisé, François Mickey-Marty, pour le groupe Vive, j'aimerais qu'on revienne sur les différents types de renoncement. Il y a le renoncement barrière et le renoncement refus. Alors, le renoncement barrière, c'est quoi? C'est un renoncement, je dirais, qui est un petit peu plus conjoncturel, qui peut être dû à différentes causes, que ce soit des problématiques d'ordre géographique, social, culturel ou financière, comme vous disiez. Donc, c'est plutôt ça. D'accord. Et le renoncement refus, là, c'est quand la personne refuse de se tourner vers la médecine traditionnelle parce que pas confiance en la médecine Pour tout un tas de raisons, soit elle n'a plus confiance, comme vous le dites, donc ce sont des causes quand même généralement plus rares, plus isolées et qui dépendent moins de la situation que l'on vit aujourd'hui, qu'on retrouvait déjà il y a quelques années. Il y a aussi des peurs irrationnelles, peur du diagnostic, peur d'aller chez le dentiste aussi. Ça. Oui, et même donc indépendant, au-delà de la mise en cause de la médecine classique et au profit d'autres types de médecine, en effet, tout simplement des peurs, la peur face à la maladie, la volonté peut-être de ne pas être confronté à un diagnostic qui annonce, qui porte de mauvaises nouvelles, etc. L'idée peut-être aussi un peu plus indirecte, selon laquelle, de toute façon, in fine, même si la maladie s'aggrave, on sera toujours pris en charge un jour ou un autre. Donc ça peut attendre. Mais on perd du temps. Du coup, cette idée. Donc c'est au fond le renoncement subi par les contraintes, et puis le renoncement, d'une certaine manière, en partie choisi parce qu'on a une vision des choses, parce qu'on a une vision de sa propre pathologie, des thérapies qui peuvent être apportées, et en effet, l'idée selon laquelle on peut attendre. Et puis des personnes qui sont aussi en fin de vie et qui jugent les soins inutiles, et voilà. Et qui préfèrent laisser passer le temps, se dire à quoi bon. C'est vrai parfois aussi sur des pathologies lourdes, des gens qui n'ont pas envie d'aller vers des traitements très lourds. Alors ça peut paraître paradoxal, mais au fond qui n'ont pas envie de considérer que les traitements dont ils vont pouvoir bénéficier vont être difficiles à supporter pour eux, pour leurs proches, pour leur entourage, et qui laissent passer du temps. Voilà, donc c'est important, je pense, de faire cette distinction. On va surtout parler aujourd'hui de ces renoncements barrières. Voilà, c'était une distinction effectivement qui était importante à faire. Nous allons surtout parler dans cette émission de ce renoncement barrière lié à des raisons économiques, d'éloignement géographique, etc. Et tout de suite, je vous emmène sur le terrain, et plus précisément dans la région des Côtes-d'Armor. Nous avons demandé à certains de ses habitants s'ils avaient déjà dû renoncer à des soins médicaux, et si oui, quelles en étaient les raisons. C'est un sujet d'Anne Burlot. J'ai renoncé à aller voir les gynécologues parce qu'il y a trop de listes d'attente et j'estime que les jeunes ils ont plus besoin de moi. Je renonce à des soins pour ne pas perdre de temps et par négligence. Mais l'ophtalmo, j'ai repoussé, mais là je ne peux plus repousser, je suis obligé de venir. Ça m'arrive de renoncer à certains soins. Le prix et puis le temps aussi, et puis il faut trouver la bonne personne. Des fois, on est obligé de s'éloigner pour trouver un médecin disponible rapidement. Et que des fois, on est obligé aussi de renoncer pour des questions de coûts de transport ou de mauvaise gestion du temps. J'ai jamais été habituée
aller chez le médecin sans arrêt. Je me suis surtout soignée par homéopathie. Et pas énormément, que pour des choses vraiment très importantes, quoi. Je fréquente un peu une marge de la société, des gens qui sont bénéficiaires au Resto du Cœur. Et on constate effectivement qu'il y a des gens qui ont des problèmes, quoi, qui, quand on ne les voit plus, c'est qu'ils sont à l'hôpital. Je ne pense pas qu'ils ont des soins très appropriés, ou alors c'est toujours en dernier lieu qu'ils y vont. Il y a des personnes très âgées, des jeunes aussi, des familles entières. La médecine, c'est pas non plus leur principale préoccupation aussi. Voilà, éloignement, coût des transports, manque d'habitude peut-être aussi d'aller chez le médecin. Les Français ont en effet conscience de ces inégalités concernant l'accès aux soins. Et à ce sujet, j'aimerais qu'on décrypte ensemble cette vaste enquête Via Voice sur les Français et le droit à la santé, une enquête qui a été réalisée en janvier dernier sur plus de 1000 personnes dans la France entière. Alors pour commencer, ce chiffre, 45% des personnes interrogées jugent que l'accès aux soins est difficile, un chiffre qui monte même à 53% dans les communes rurales, et 61% ont déjà dû renoncer à consulter un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Moi, ces chiffres me surprennent vraiment. Est-ce qu'ils vous surprennent, vous ? Oui, alors ils sont surprenants à plusieurs titres. D'abord, compte tenu de l'ampleur des pourcentages que l'on recueille. En effet, 45% des gens qui estiment qu'il est difficile d'accéder aux soins. En gros, un Français sur deux, complètement, qui déclare avoir renoncé à avoir un rendez-vous avec un généraliste ou un spécialiste. Donc on est sur des niveaux très élevés. C'est la première surprise. La deuxième surprise, c'est, on pourrait dire, nous sommes en 2023, le temps a passé, beaucoup de choses ont été faites, il y a eu 100% santé, il y a eu des mesures qui ont été prises. Et pourtant, on reste sur des niveaux très élevés. Et la troisième surprise, qui à mon avis est la plus importante, c'est la diversité en réalité des milieux sociaux qui sont concernés. Alors vous le rappeliez très justement, en milieu rural, si on appartient à des catégories modestes ou fragiles, les scores sont encore plus élevés. Et c'est tout à fait juste. Mais on constate aussi que, y compris en région parisienne, y compris chez des cadres, on a du renoncement aux soins. Oui, parce qu'on parlait avant de cette médecine à deux vitesses qui finalement aujourd'hui n'existe pratiquement plus. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une question de moyens, c'est vraiment un problème d'accès, de pouvoir trouver des spécialistes. Oui, c'est la première raison qui est donnée par les personnes que l'on a pu interroger. En effet, les délais d'attente. Alors, on raisonne parfois uniquement, on a tendance à réduire cette question du renoncement à la question du prix, ça coûte cher, et puis la question... Or, la première cause dans votre étude, c'est là où j'étais assez surprise, d'après votre enquête, arrive en tête les délais d'attente souvent vertigineux qui vont agir comme des repoussoirs pour 63% des Français interrogés. Donc, c'est la première cause de renoncement aux soins. Oui, alors c'est très massif. C'est devenu... Alors, il y a de multiples facteurs, je crois que pour résumer, on peut dire que cette question du renoncement aux soins, elle est en réalité polymorphe, multifactorielle, etc. Mais là, on a quelque chose de très massif, les délais d'attente. Alors, c'est vrai qu'ils sont sur des spécialistes, notamment, qui peuvent être très longs. Alors, même c'est combien de temps ces délais d'attente aujourd'hui, en moyenne, ça peut être en 2023 Ça peut être plusieurs mois pour avoir accès à un spécialiste. Alors, ça varie en fonction des régions, en fonction des spécialités. On sait que sur les pédiatres, il faut attendre parfois 3 mois, 4 mois. J'avais trouvé quelques chiffres qui m'ont paru assez incroyables. Pour un médecin généraliste, je crois que c'est 6 et 11 jours. Pour l'ophtalmologie, c'est 6 mois même de délai en moyenne. Pour un dermato et gynéco, c'est 3 mois minimum. Cardiologie, entre 2 et 3 mois. Oui, donc on est sur des délais extrêmement longs qui peuvent être dissuasifs, parce qu'au fond, on se dit, d'abord, s'il faut attendre, on verra bien à ce moment-là. Et puis, au fond... On est motivé sur le moment. On est motivé sur le moment et puis après on ne sait pas trop. Donc c'est devenu, alors c'est passionnant parce qu'on a tendance à considérer que ce renoncement aux soins procède souvent de questions financières ou de questions liées aux déserts médicaux. En réalité, la question géographique, l'absence à proximité de médecins, c'est 32% des réponses, des réponses dissuasives, et le coût, c'est 34%. Donc on voit bien que cette question des délais d'attente, elle est foncièrement déterminante. Donc liée à une pénurie de médecins. À une pénurie de médecins, voilà. Il y a quand même, Franck. Oui, permettez-moi, tout le monde, et je suis le premier à être choqué par l'ampleur de ces chiffres, mais on ne peut pas dire qu'on n'avait pas prévu ce genre de choses malgré tout. J'ai pu participer à un rapport en 2006, le rapport Berland, qui faisait déjà état de risques pour les années 2015 à 2020, parce qu'il prévoyait une augmentation de l'âge de la population, une diminution relative du nombre de médecins, mais surtout une transformation sociologique de la profession qui faisait que les médecins allaient moins travailler. Le problème, c'est que
statistiquement, on a un petit peu moins de médecins, mais surtout des médecins, une nouvelle génération, qui a pris d'autres habitudes de vie et on ne peut pas leur reprocher. Bien sûr, on ne peut pas Par contre, travailler eh bien, ça n'a pas été anticipé. Donc on se 12 heures retrouve par aujourd'hui. jour. Ouais. C'est ça, exactement. On a des médecins qui travaillent un petit peu moins les week-ends, un petit peu moins les nuits. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des gens passionnés qui font des efforts. Bien sûr, mais qui prennent un peu de temps pour eux. Voilà, et aujourd'hui, on a l'impression qu'on tombe des nues. Ouais. Donc, à un moment, non, On le c'est savait. quelque chose. C'est pas qu'on le savait, c'est que c'était relativement prévisible en fonction de l'évolution de la société, de l'évolution aussi de la pyramide des âges. Par contre, on remarque là une accélération du phénomène. Et hélas, on l'a bien vu dans votre reportage, les gens subissent. Les gens subissent. On parle de l'aspect financier, mais moi, la première chose qui me choque, L'aspect financier n'arrive qu'en troisième ou quatrième position, donc tout à fait. 63%, c'est justement les délais d'attente qui sont trop longs. 59% d'entre eux ont également renoncé parce qu'ils n'ont jamais réussi à obtenir un rendez-vous avec un professionnel de santé aux horaires souhaités. Pour 34%, la troisième position, la raison était liée au coût de la consultation et ou de l'opération. La France est pourtant le pays où les soins de santé sont le mieux remboursés. Tout à fait. C'est important de le rappeler. Et pour 32%, l'éloignement géographique trop important du professionnel de santé, on a pu le voir aussi dans ce micro-trottoir, a eu raison de leur motivation, ce que l'on peut comprendre. Mais d'abord, quels sont les soins les plus souvent sacrifiés? Moi, j'aurais envie de dire les soins dentaires, parce que n'oublions pas cette peur irrationnelle du dentiste chez beaucoup d'entre nous. Eh bien non, d'après cette enquête via Voice, le type de soin le plus concerné par le renoncement, c'est Le généraliste. le généraliste. Le généraliste, Ah oui, là encore, 41%. je suis tombée des nues, là. Ouais. Votre dentiste dont vous parliez tout à l'heure, c'est la Deuxième deuxième position, 35%. Les soins optiques, 30% ensuite, et le dermato, 27%, et les soins gynécologiques, 17%. Donc, ils sont quand même jugés moins superflus que les autres. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que les femmes commencent à prendre leur santé un peu plus au sérieux. Alors, c'est vrai, en même temps, les patients ou les personnes concernées par les soins gynécologiques ne représentent pas l'entièreté de la population vrai. française, à la différence du généraliste, Là, par exemple. Donc, les divisé populations par en de référence ne sont pas tout à C'est fait vrai. les mêmes. Mais Et bonne nouvelle pour les kinés, puisque à choisir entre un soin chez le dentiste ou chez le kiné, on préférera aller chez son kiné de exactement, loin. on préfère aller chez le kiné. Et puis en revanche, bien entendre semble un peu plus important que bien voir, puisque le soin auditif est celui auquel on va le moins souvent renoncer, seulement 7%. Oui. Alors, en effet, c'est vrai que ça dessine aussi une hiérarchie des priorités dans la vie personnelle. Tout ça est quand même sidérant. Vous évoquiez tout à l'heure le degré d'accomplissement jusqu'à ces dernières années de notre système de santé, de notre personnel médical, avec une prise en charge qui est quand même très élevée. Aujourd'hui, voir qu'on a près de la moitié des Français qui renoncent à des soins, et sur des soins qui sont quand même des soins essentiels de la vie quotidienne, tout ça est assez, Qui est vont assez avoir frappant. des conséquences. Et qui peuvent de surcroît avoir des surtout, conséquences médicales. sur leur santé, sur leur C'est activité exactement ça. professionnelle. On n'en a pas forcément conscience au moment où on va renoncer à ce soin. Puisque là, en effet, là, on parle d'un instant T. Ouais. Il faut voir quelles vont être les conséquences pour les années à venir de personnes qui renoncent aujourd'hui. Généralement, là, on parle beaucoup de problèmes pour les patients qui ont des pathologies chroniques. Bien, la pathologie chronique ne va pas s'améliorer Bien sûr. avec les années qui passent. Et donc, ce sont des personnes qui vont être d'autant plus lourdes à prendre en charge plus tard. Bon, et puis dernier chiffre assez préoccupant de cette enquête, pour 58% des personnes interrogées, ces difficultés d'accès aux soins sont perçues comme de plus en plus importantes. C'est une réalité, ça, ouais. Oui, c'est le sentiment, ça c'est très profond, parce que c'est l'idée selon laquelle la situation se dégrade. Alors encore une fois, ça peut être un peu surprenant, parce que des choses ont été faites, notamment sur le 100% santé, mais l'idée, et ça fait écho à beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, dans la société française, la moitié des Français se sentent abandonnés. On parle souvent de la distance par rapport aux infrastructures, par rapport aux services publics, etc. Ça, c'en est une réalité. C'est-à-dire, au fond, l'idée selon laquelle non seulement je n'ai pas nécessairement, en l'occurrence l'offre de soins dont j'aurais besoin pour aller mieux, pour dire les choses simplement, mais en même temps, la situation se dégrade. Et la plupart, dans d'autres études d'opinion, près de 70% des Français pensent que ça va être pire dans les années qui viennent. Parce que la situation se dégrade, parce qu'il y a de plus en plus de déserts médicaux, parce qu'il y a de moins en moins de médecins aujourd'hui. C'est bien Exactement. ça la clé du problème. Et donc on comprend bien aussi cet attachement à la vie qui passe, à préserver le quotidien, à préserver, au fond, pouvoir vivre tant que c'est possible, dans les meilleures conditions possibles, prendre du temps pour soi, parce que on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc ça nourrit aussi les inquiétudes sur l'avenir, qui sont désormais très répandues dans la société. Vous qui êtes médecin, Franck, pourquoi il y a de moins en moins de médecins aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est une Alors, profession qui n'est pas assez valorisée?
C'est ce que je vous disais. Donc je pense que déjà aujourd'hui, on paye le tribut des différents numerus clausus qui ont été mis en place. Et donc aujourd'hui, les choses ont changé depuis, mais avant. Les choses ont changé, mais il faut 10 ans. L'impact. Voilà, il faut 10 ans pour former un médecin. Après, les médecins, généralement, une fois qu'ils ont terminé leurs études, pendant quelques années, font des remplacements, ne s'installent pas forcément. Comme je disais, il y a une transformation aussi de la sociologie de la profession qui s'est énormément féminisée aussi, avec d'autres attentes, d'autres envies. Et puis, les médecins aujourd'hui... Donc ça veut dire, en gros, que les femmes médecins vont avoir moins de temps à investir dans leur profession parce qu'il y a les enfants, il y a les courses à faire, il y a... C'est une approche différente de la pratique médicale. Et aujourd'hui, on voit aussi les médecins qui ne veulent plus travailler seuls, qui se regroupent en cabinet justement pour pouvoir avoir un petit peu plus de temps pour eux-mêmes. Donc tous ces facteurs mis bout à bout, et en parallèle, on a une population qui vieillit. Et je reviens sur ce que vous disiez, on a aussi une population qui s'est appauvrie. Le critère financier, même s'il est qu'en 3e ou 4e position, est un critère maintenant à prendre en compte, ce qui n'était pas forcément au moins le cas il y a 10-15 ans. Donc cette convergence à la fois du côté de la profession médicale, mais aussi de la population qui change, fait qu'on est dans une situation, pardonnez-moi, qui est plus que problématique. Alors les déserts médicaux, justement, ce fut l'un des enjeux majeurs de la dernière campagne présidentielle et la crise du Covid n'y est pas étrangère. Et des solutions existent aujourd'hui pour améliorer l'accès aux soins. Et je vous emmène justement à Cholet, visiter un centre médical d'un genre nouveau, c'est-à-dire qui propose des consultations uniquement aux habitants sans médecin. Regardez. Je ne peux pas vivre sans médecin. Non. Je ne peux pas. On a besoin des médecins. Depuis 2017, je n'ai plus de médecin traitant et tous ceux que j'ai appelés à Cholet dans les alentours ne sont pas disponibles. L'année dernière, ma conjointe a eu une intoxication alimentaire. Et on n'a pas eu le choix d'aller aux urgences. Ils nous ont demandé pourquoi vous n'êtes pas passé par votre médecin. On leur a dit qu'on n'en avait pas. Là, nous nous trouvons dans le quartier Jean Monnet, à Cholet. Et c'est là que se situe le service médical de proximité. Nous accueillons exclusivement des patients qui n'ont pas de médecin traitant. 9000 Choletais n'ont pas de médecin traitant. Cholet comporte 55 000 habitants. Donc ça fait un pourcentage entre 15 et 20%. C'est aussi dans nos missions que de répondre aux besoins de la population. Donc nous, on est acteurs comme d'autres. Et on s'est emparé de ce sujet, entre guillemets, parce qu'on voulait que les choses avancent et qu'on avait des idées. L'objectif, c'est d'une part de faire de la formation, puis peut-être donner l'envie aux internes de rester avec nous. Pour l'instant, on est 10 à travailler, 10 médecins retraités. En fait, ce qui serait intéressant de travailler, c'est élaborer un transfert de savoir-faire, élaborer une modélisation qui permettrait que d'autres, dans leur contexte, puissent s'appuyer sur nos expériences et faire ce qui est nécessaire de faire dans leur territoire. Voilà, c'est un peu la solution 3 en 1, j'ai envie de dire, parce que ça permet à la fois de limiter le renoncement aux soins, on va pouvoir prendre rendez-vous plus facilement avec un médecin. Ça permet aussi de former des futurs médecins pour les encourager à s'installer dans des centres. Et puis, ça permet aussi à ces médecins de travailler en équipe, vous en parliez tout à l'heure, ça c'est un vrai souhait des médecins actuellement. Encore faut-il que les patients et professionnels de santé soient informés de l'existence de ces centres. C'est sûr, c'est une excellente initiative, mais si on est un petit peu attentif, on voit aussi qu'il y a apparemment beaucoup de médecins retraités au sein de ce dispositif. Et ce qui est dramatique, c'est de devoir en arriver là aujourd'hui, et donc de devoir créer des centres spécifiques pour des personnes qui n'ont pas de médecin traitant. C'est-à-dire un médecin qui peut vous suivre régulièrement, qui vous donne une prescription, mais qui va pouvoir vérifier de l'évolution de votre pathologie. Une des remarques aussi, c'était quand on n'a pas ça, vers quoi on se retourne vers les urgences. On se retrouve avec des urgences sursaturées, mais qui sont là pour finalement compenser le manque de médecins ou de temps médical plutôt que de médecins disponibles en ville. Alors il y a aussi la téléconsultation, on va peut-être en dire quelques mots. 25% des Français seulement y ont recours régulièrement et 50% se disent méfiants, peut-être parce que le terme de téléconsultation est un abus de langage. On devrait plutôt parler de téléconseil parce que dans la majorité des cas, il n'y a pas d'auscultation possible du patient. Donc c'est vrai que ce n'est pas une vraie consultation chez un médecin. Alors, déjà, la télémédecine ne peut s'entendre comme un complément
comme un complément. On l'a beaucoup pris sous le prisme de la technologie pure, mais c'est en fait un complément et une brique de plus dans le système de santé. En effet, on a vu tout un tas de systèmes se développer et se déployer, notamment pendant la crise de la Covid, avec des systèmes en visioconférence, d'autres beaucoup plus sophistiqués. Et c'est vrai que la simplicité a fait aller vers des systèmes en visioconférence, tout simplement, pour lesquels il n'y a pas ou peu de disponibilité pour réaliser un examen clinique. Après, il y a des systèmes beaucoup plus sophistiqués, des cabinets médicaux connectés, on en parlait tout à l'heure. Vous avez, vous, mis en place. Exactement, où il y a une quinzaine d'instruments, de capteurs. Il n'y a pas besoin de professionnels de santé, le patient peut tout seul... Le patient prend rendez-vous, entre dans le dispositif, est mis en visioconférence en lien avec un médecin qui est à distance, mais le médecin va pouvoir écouter le cœur, les poumons de son patient, lui prendre une tension artérielle, regarder ses tympans, sa gorge, jusqu'à réaliser un électrocardiogramme. On forme le médecin à cette pratique médicale sur comment guider un patient sur une palpation abdominale, une palpation d'épaule, tout ça avec des protocoles extrêmement bien encadrés et guidés jusqu'à une prescription médicale. Et on voit que là où on installe ces dispositifs, notamment dans les déserts médicaux, les collectivités locales, territoriales. Et quand on parle de déserts médicaux, je ne voudrais pas qu'on pense uniquement au centre de la France, où il faut imaginer qu'ici, en région parisienne, il y a des déserts médicaux. Il y a des déserts médicaux à notre porte. D'accord ? Donc tout étant relatif, évidemment. Mais donc là, on a un vrai système qui permet d'aider les médecins qui sont encore présents sur le terrain à proposer une offre médicale et à répartir le temps médical entre des endroits où il y a un petit peu plus de médecins et avec ce système, bien fournir du temps de présence médicale là où il y en a besoin. Peut-être qu'avec ces vraies cabines connectées de consultation, les Français auraient un peu plus confiance en la télémédecine. Oui, c'est essentiel pour, au fond, pouvoir passer, vous le dites très justement, un sentiment d'accompagnement souvent insuffisant. C'est vrai qu'on a peut-être eu le tort collectivement de considérer que cette téléconsultation était une consultation comme une autre, simplement se déplacer en digital, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Voilà. Donc en effet, il faut autre chose. Et aujourd'hui, ce qui est très frappant, c'est l'ampleur des Français qui s'estiment être dans des déserts médicaux. Alors si on s'en tient aux données objectives fournies par le ministère de la Santé, on a 8% des Français. En général, le désert médical, on dit on est à une demi-heure d'un médecin. Bon. Donc ça ferait 8% des gens. Mais en réalité, quand on réalise des enquêtes d'opinion, on a 44% des Français qui s'estiment dans des déserts médicaux. Et vous le dites très justement, pas uniquement en milieu rural, mais aussi parfois dans des grandes agglomérations, en région parisienne, etc., etc. Donc il faut des réponses à ça. Et en effet, probablement, l'idée d'aller vers peut-être une vraie télémédecine, c'est-à-dire autrement plus élaborée que ce que l'on connaît aujourd'hui, peut être une solution. En tout cas, c'est une piste intéressante pour permettre de faciliter l'accès aux soins pour tous. Quelques mots aussi sur les causes financières. On l'a vu tout à l'heure, la troisième cause du renoncement aux soins était liée à des fins de mois un petit peu compliquées. Alors, il existe aujourd'hui des aides financières pour faciliter l'accès aux soins. Le problème, c'est qu'il y a un réel manque d'informations concernant ces aides, d'où l'intérêt de former des bénévoles, comme c'est le cas au Resto du Cœur, pour détecter des personnes susceptibles de renoncer à des soins médicaux, donc les informer aussi sur les aides existantes, voire les accompagner dans leur parcours de soins. C'est un sujet de Fatima Kiati pour Via Occitanie. Regardez. J'ai entendu les gens qui me disaient que ça ne rentre pas sur la CMU. C'est ça la peur que j'avais. J'ai que 5 ans en France, je ne sais pas. Alors, je demande aux gens, ils m'ont dit ça. Et finalement, ce n'est pas vrai. Être mal informé fait partie des principales causes de renoncement aux soins, un phénomène qui touche avant tout les foyers les plus modestes. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et les Restos du Cœur ont décidé de s'engager ensemble pour favoriser l'accès aux soins. Nous sommes en contact avec les gens qui vivent des précarités assez importantes. L'assurance maladie n'a pas cette possibilité-là parce que si les gens ne vont pas à l'assurance maladie, ils n'y vont pas. Nous, ils viennent chez nous, ils sont là pour une aide alimentaire et comme on dit toujours, le repas ne suffit pas, mais c'est la porte ouverte au lien, à la confiance et à la communication avec ces personnes qui sont dans le besoin. Les Restos du Cœur de l'Hérault comptabilisent 1300 bénévoles. Une formation va être proposée à ceux qui le souhaitent par les agents de l'assurance maladie. Les bénévoles pourront alors mieux détecter les personnes qui renoncent aux soins. On retrouve la cause de la difficulté administrative, comprendre le système qui est généreux mais compliqué. Il y a des problèmes d'incompréhension du système de soins, à qui je m'adresse, comment je fais. Et puis souvent cumulé avec les deux autres ou pas, des problèmes financiers en fait. Cette action vient renforcer un premier dispositif lancé par la CPAM de l'Hérault qui accompagne ses assurés dans leur parcours de soins. Depuis 2016, plus de 2000 dossiers ont été ouverts dans le département.
Alors, on ne peut que saluer cette initiative. Aussi un numéro de téléphone important, 36 46. N'hésitez pas à contacter votre caisse d'assurance maladie et vous dites j'ai besoin d'aide. Et si financièrement j'ai les moyens d'avoir une mutuelle, il faut savoir qu'il existe aussi le 100% santé. C'est un dispositif qui est entré en vigueur en 2019 et qui permet d'avoir accès à certains soins dentaires, optiques et auditifs notamment, avec un reste à charge de 0. Nous avons déjà consacré une émission au 100% santé. Il est pour tout le monde, à condition bien sûr d'avoir une complémentaire santé. Demandez toujours un devis avec l'offre 100% santé auprès de votre professionnel. Et n'oubliez pas, 100% santé, ça rime avec 100% qualité. Ce ne sont pas des produits de bas de gamme qui vous sont proposés. Au contraire. Un grand merci à tous les deux. Voilà, il y avait beaucoup de choses à expliquer, à raconter. C'est vrai que c'est toujours très court, 26 minutes. Les messages à retenir dans cette émission, 61% des Français ont déjà dû renoncer à consulter un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Les délais d'attente pour un rendez-vous et des ressources financières insuffisantes sont les principales causes de renoncement aux soins. Il existe aujourd'hui des aides financières et des accompagnements pour faciliter l'accès aux soins. Donc surtout, renseignez-vous. Voilà, un grand merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Valérie Darmon, Christina Mouton et Margot Miller de m'avoir aidé à préparer cette émission. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.